C'est le temps 2 de ce cycle de rencontres qu'on a décidé d'appeler Décodons l'école afin de se forger des mots, une culture commune autour des enjeux éducatifs et tenter d'aller au-delà des acronymes et des incompréhensions que peut susciter parfois l'institution de l'éducation nationale. Alors c'est parti. Donc en effet, je m'appelle Mathieu Devine, je suis ingénieur à la mission innovation expérimentation du pôle Défi. Le pôle Défi, c'est le pôle de formation et d'innovation de l'Académie de Lyon. Et je représente ici l'Académie aux côtés d'Angélique Figari pour la Maison de l'Apprendre et de nos collègues respectifs qui sont dans la salle. On est très heureux de vous accueillir, de vous rencontrer pour ce second temps de notre cycle de rencontres Décodons l'école, qui a démarré il y a tout juste 15 jours. Finalement, on l'a lancé tout récemment. La première rencontre, c'était avec le professeur des universités en sciences de l'éducation, l'historien Bruno Pousset, qui nous avait un petit peu permis d'explorer l'évolution et les héritages de cette institution éducation nationale. Le replay est disponible sur nos sites respectifs. Et donc, on va poursuivre ce cycle de rencontres ce soir en nous intéressant tout particulièrement à la question de l'innovation dans l'éducation nationale, puisqu'il y a de l'innovation qui se vit, qui se développe au cœur des établissements scolaires chaque jour, chaque semaine, chaque année. La question, c'est comment ces innovations se développent-elles? C'est pas pour rien qu'on a mis à l'ordre du jour cette question, puisque nous sommes en plein milieu d'un événement important pour tous les acteurs de l'innovation de notre académie. Ce sont les journées d'innovation pédagogique, 2 demi-journées, ce matin et puis demain après-midi, au cours desquelles on propose aux personnes de se réunir malgré le distanciel, de se rencontrer, d'échanger sur des actions, des projets innovants qui sont mis en valeur partout à travers l'académie. Donc c'est un événement important qui va bénéficier lui aussi également de différents replays. Et en plein milieu de cet événement, donc ce soir, nous allons accueillir différents acteurs de l'innovation. Alors tout d'abord, on aura, je vais commencer par ceux qui vont intervenir en dernier peut-être, à savoir Rodolphe Gueldry. Bonsoir Rodolphe, professeur d'anglais au Collège d'Argent dans le 8e arrondissement de Lyon, qui est accompagné de Véronique Rizzi pour l'association Imagineo. Et vous nous parlerez de ce partenariat fructueux que vous avez pu tisser, qui a abouti à un projet innovant. Nous entendrons également l'équipe du collège Jules Vallès, Larika Marie, Douniazad Choual et Solène Rabatel, qui sont accompagnés de leur conseillère de la mission innovation, Véronique Soriot, pour un projet baptisé Graines de mon apprentissage et qui a été à l'honneur non seulement au sein de l'Académie de Lyon, mais également aux Journées nationales de l'innovation cette année. Bonsoir à toutes. Et nous allons commencer ce soir par celui qui pilote l'innovation dans l'Académie de Lyon. Il est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, et il est aussi CARDI. Alors, il nous expliquera peut-être ce que ça veut dire. C'est Jean-Charles Diry. Mais pour lui donner la réplique, je cède tout de suite la parole à Angélique. Angélique Figari, c'est à toi. Merci Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Jean-Charles Diry, vous êtes IA IPR et CARDI de Lyon. Je me suis prêtée à un petit exercice quand on décline les acronymes de votre titre. On compte 130 caractères. Et j'avais envie de vous poser la question, pour être sûr de ne pas commettre d'impair, comment est-ce qu'il faut qu'on vous appelle? C'est vrai que c'est très compliqué. En fait, le titre court, c'est inspecteur d'académie. Si vous voulez, il y a la complexité, c'est lié à la mise en place de cette fonction-là. Je suis, comme mes collègues inspecteurs, un inspecteur pédagogique, c'est-à-dire celui qui va inspecter les professeurs dans la classe, qui participe au concours de recrutement, qui s'occupe de l'évolution de l'offre de formation. Donc, les missions traditionnelles d'un inspecteur. Dans chacune des académies, à ces inspecteurs-là, le recteur peut décider à un moment donné de confier des missions complémentaires, supplémentaires, qui viennent s'ajouter au cœur de métier. Et c'est le cas pour moi, mais c'est le cas comme beaucoup de mes collègues. Une mission, et la mienne en l'occurrence, une mission innovation, c'est-à-dire de piloter et d'accompagner toutes les pratiques pédagogiques innovantes. C'est le deuxième élément de l'acronyme que vous avez dit, CARDI, conseiller académique, recherche, développement et innovation. Rien que ce titre-là, ça n'est pas un titre en fait, ça décline plutôt le champ d'investigation et de travail sur lequel je suis. Donc en fait, je suis un inspecteur tout traditionnel, chargé de l'innovation dans l'Académie de Lyon. Voilà.
Merci pour cette précision. Et est-ce que vous pouvez très succinctement nous expliquer comment votre délégation académique, elle s'inscrit finalement dans l'institution et ce qui de l'extérieur peut parfois sembler être des arcanes mystérieuses? Voilà. Si vous voulez, la politique académique, elle est élaborée par le recteur qui fixe les orientations, le cadre dans lequel on travaille. Et ces orientations académiques sont également soumises aux contraintes institutionnelles. Donc, en fait, dans le cadre des orientations, le recteur détermine des axes de travail et il précise ce qu'il attend de l'ensemble de ses collaborateurs, en l'occurrence, me concernant, sur la partie sur l'innovation. Et il détermine les contours de ses objectifs en matière d'innovation chaque année. Et c'est dans le cadre de ces priorités académiques que je vais organiser un service d'accompagnement des équipes pour l'innovation. Et toutes les académies fonctionnent de la même manière. Le recteur fixe les orientations et puis ensuite chacun des délégués qui a une mission se voit préciser dans le cadre de sa lettre de mission les axes de travail sur lesquels il doit engager ses équipes pour une ou plusieurs années scolaires. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc je suis placé sous l'autorité directe du recteur et à ma disposition une équipe de personnes qui me permettent d'accompagner et de faire le travail pour lequel j'ai été missionné. Et donc ça vaut autant pour l'élémentaire que pour le secondaire? Voilà, alors c'est important, votre question est intéressante, c'est que l'innovation, elle concerne toutes les pratiques pédagogiques, que ce soit sur le premier degré, dans l'école maternelle, dans l'école élémentaire ou sur le second degré, mais également sur les premiers niveaux du supérieur. Le service, si on peut appeler ça un service, le service académique chargé de l'innovation a pour mission d'accompagner les pratiques innovantes, on pourra peut-être en discuter et voir comment, d'accompagner les pratiques pédagogiques innovantes sur l'ensemble des degrés, mais pas que, également de faciliter les liens avec la recherche, les liens avec les partenaires, les liens avec l'ensemble des personnes qui pourraient être des éléments facilitateurs ou des contacts facilitateurs de mise en œuvre d'expérimentation et de pratiques pédagogiques innovantes. Je pense que cette précision a été particulièrement bien entendue par nos auditeurs ce soir. Et effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les soumettre dans le chat. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Diry, nous parler dans quelle mesure l'innovation aujourd'hui, elle est rendue possible, voire peut-être même encouragée par l'institution? Et finalement, jusqu'où en 2021 on peut aller quand on souhaite porter le changement dans une classe, dans un établissement ou finalement plus largement à l'échelle de l'institution? Alors, concernant l'innovation, il y a deux entrées, je vais essayer d'être clair, il y a deux entrées possibles. La première entrée, c'est ce que je vais appeler de l'innovation impulsée, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions conjoncturelles ou structurelles du système éducatif qui obligent à faire travailler les professeurs autrement. C'est le cas lorsqu'il y a des rénovations de diplômes, lorsqu'il y a de nouveaux programmes. Derrière ces nouveaux programmes ou derrière ces nouveaux référentiels ou derrière ces nouvelles organisations, eh bien, ça peut générer de nouvelles pratiques pédagogiques. Ces nouvelles pratiques sont impulsées parce qu'elles sont souvent à l'initiative des personnels encadrants, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, les inspecteurs du premier degré, du second degré, c'est souvent eux qui sont aux manettes et qui commandent et qui impulsent une réflexion chez les équipes enseignantes pour s'engager dans une démarche innovante. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, alors ce n'est pas une hiérarchie dans ce que je dis, mais il y a une deuxième entrée possible, c'est des initiatives qui arrivent du terrain, c'est-à-dire qu'un professeur, dans sa classe, quel que soit le niveau de responsabilité dans lequel il intervient, ça peut être à l'école élémentaire, ça peut être dans un collège, dans un lycée ou dans le supérieur, mais dans le supérieur sur des classes de BTS. Donc, un professeur peut avoir des intentions, peut avoir constaté un besoin et peut être à l'initiative de mettre en place une nouvelle pratique pédagogique. Donc, on a ces deux éléments qui remontent. Et notre action à nous, c'est de prendre en compte ces demandes-là et de faciliter leur mise en œuvre, de faciliter d'abord l'élaboration du projet, c'est-à-dire quelles sont vos intentions, sur quoi se fondent vos intentions, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous envisagez de le faire. Donc, on est sur une phase de réflexion.
passé cette phase de réflexion, on formalise un projet avec des modalités de mise en œuvre, avec des critères d'évaluation, avec des moyens à mobiliser, avec des partenaires à associer. Donc, on est sur une phase ensuite de formalisation et de mise en expérimentation avec des essais, avec des corrections, avec des ajustements, avec de la régulation. Et puis, une fois que cette expérimentation a été mise en œuvre, eh bien, on porte un regard réflexif dessus pour pouvoir l'analyser et voir de quelle manière il est nécessaire de promouvoir ce qui a été fait et d'essaimer ce qui a été fait pour le réinvestir ailleurs. Que ce soit des pratiques pédagogiques innovantes impulsées ou des pratiques pédagogiques qui émanent du terrain, la mission de la CARDI et pour l'Académie de Lyon du pôle défi, c'est de les accompagner dans chacune de ces phases-là. L'innovation est un processus qui est complexe parce qu'il obéit à une règle qu'on appelle la règle de la maturité. Chaque pratique pédagogique innovante passe forcément par 3 grandes phases. La phase d'émergence et de formalisation du projet, la phase de mise en expérimentation et la phase d'évaluation et de promotion. Et à l'intérieur de ces phases-là, on a plusieurs paliers de maturité. Il y a 6 paliers de maturité au cours desquels la nature du travail qui est à conduire, la diversité des acteurs qui sont à mobiliser est totalement différente d'un projet à un autre. Donc voilà un petit peu comment est accompagnée l'innovation. Alors ce que je dis là n'est pas spécifique à l'Académie de Lyon. Dans toutes les académies, mes collègues travaillent sur cet accompagnement-là dans ces différentes phases de maturité. Merci pour ces premiers éléments de partage. Peut-être une dernière question avant de rentrer plus au cœur des projets innovants. D'après vous, quels sont les moyens à disposition ou peut-être nécessaires à mettre en œuvre pour impulser des projets innovants dans les établissements ? Alors, les moyens, et c'est d'abord des moyens en ressources humaines. Il faut des accompagnateurs. Il faut des personnes expertes, que ce soit des formateurs, des conseillers en développement, des personnes qui ont les compétences, qui sont habilitées à accompagner les équipes dans les démarches de projet. Il y a des moyens financiers, sonnants et trébuchants, c'est-à-dire la rémunération des expérimentateurs, mais également des moyens en formation, faire monter en compétences, et puis toutes les autres actions d'accompagnement. Je parlais tout à l'heure de partenariat, qui peuvent aider et être facilitants. Donc en fait, par rapport à l'ensemble de ces moyens, il s'agit de déterminer pour chacun des projets, chacune des équipes, ce que l'on va mobiliser comme ressources pour aider ces équipes-là dans chacune des phases. Un grand merci pour cette introduction qui suscite l'enthousiasme et qui apporte aussi de la clarté. Évidemment, on pourra revenir vers vous via les questions déposées dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Laura pour nous inviter à la Ricamarie pour découvrir le projet du Collège Jules Vallès. Merci Angélique, merci Jean-Charles. Nous sommes ravis d'accueillir les 2 coordonnatrices du projet de la Ricamarie, donc les graines d'apprentissage semées pour mieux récolter. Les deux coordonnatrices vont venir illustrer les propos de Jean-Charles Diry et comment se fait l'action sur les territoires. Donc, c'est une action qui a lieu au collège Jules Vallès, donc à la Ricamarie dans la Loire. C'est un établissement classé REP+. Et en 2007, ces 2 coordonnatrices ont eu envie de travailler autrement avec les élèves et de leur permettre de retrouver confiance. Elles vont nous présenter le projet et elles sont accompagnées également de Véronique Soriot, qui est la conseillère en développement, qui les a accompagnées dans la mise en œuvre de ce projet et qui viendra illustrer comment l'accompagnement de la CARDI a été un appui pour cette équipe. Je vous laisse la parole pour présenter brièvement le projet, mesdames Choual et Rabatel. Alors, notre projet Les graines de mon apprentissage s'appuie sur les neurosciences et s'articule autour de 4 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est le bien-être et l'estime de soi. Ensuite, le sommeil. On utilise le programme Mémé ton pige développé par Stéphanie Mazza. Ensuite, le programme d'éducation à l'attention Atoll, conçu par Jean-Philippe Lachaud. Et enfin, la théorie des intelligences multiples d'Howard Gardner. En 4 ans, le projet a évolué énormément et a bénéficié à l'ensemble des élèves du collège.
Face à ces résultats très positifs, on a plusieurs enseignants qui se sont peu à peu intégrés dans le projet de manière ponctuelle ou de façon plus soutenue. Et il y a certains outils qui se sont développés et qui se sont installés de manière pérenne dans l'établissement. Par exemple, la relaxation, l'expression des émotions en début d'heure. C'est des choses qu'on fait à chaque fois. Et certains outils aussi utilisés certains outils Atoll. Voilà, et le projet a obtenu une labellisation en mars 2021 et nous nous concentrons désormais sur son essaimage dans l'établissement et ailleurs. Ouliadad, est-ce que vous pouvez revenir justement sur comment cette action s'est mise en œuvre dans votre établissement, comment vous avez cheminé vers la mise en place de ce projet et comment il a été intégré au temps scolaire? Votre micro, Ouliadad. Voilà, excusez-moi, je ne l'avais pas mis en marche. Je disais que ça a été aussi progressif, comme l'a dit Solène. On avait commencé avec 2 classes, ensuite ça a évolué entre 2017 jusqu'à maintenant. Et nous avons, pour la mise en place, 1 heure, des séances d'AP ont été mises en place dans l'emploi du temps des élèves. Donc des moyens ont été mis en place par le chef d'établissement, des séances d'AP pour les niveaux de 6e, 5e, à raison d'1 heure par semaine. Et pour les 4e, 1 heure par quinzaine. Ces séances d'AP donc hebdomadaires sont encadrées par une équipe du projet. Nous sommes 4 professeurs, plus l'assistante sociale du collège qui nous aide. Et nous avons établi un calendrier progressif des séances. Chaque partie, chaque axe qui a été déterminé, 4 axes, permettent de faire rentrer l'élève dans son apprentissage et surtout dans son autonomie et l'acquisition des méthodes pour pouvoir apprendre, puisque les graines de mon apprentissage, c'est savoir apprendre par soi-même et développer son estime de soi. Donc, le calendrier, comme a dit Solène, les rituels font partie intégrante. On a commencé par eux pour que ça se déroule tout au long de l'année. Ça fait partie de toutes nos séances. Et ensuite, le sommeil, parce qu'on s'est rendu compte que rien n'était possible sans un bon sommeil, mais aussi faire comprendre aux élèves ce que c'est. Et le lien avec les parents s'est établi grâce à cela. Et il a été développé. On a essayé, donc, malgré la crise, de garder un contact avec les parents au niveau du sommeil. Et on a eu des témoignages là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de l'axe Atoll, qui représente 10 séances, donc qui ont été vraiment, on a bien 2 parties dans Atoll. D'un côté, comprendre comment fonctionne son cerveau. Le fait qu'ils comprennent, ça permet d'établir ce lien, justement, au niveau des outils. Qu'est-ce qui peut être mis en place une fois que j'ai compris ce qui ne va pas et ce qui marche bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup concrètement ce que tous les effets bénéfiques pour les élèves de ces méthodes-là et de travailler autrement avec les élèves? Solène? Alors, on a vu des bénéfices nombreux. Le premier constat qu'on a fait, c'est vraiment l'amélioration du climat scolaire, en tout cas dans la classe. L'ambiance est vraiment apaisée, il y a presque plus de conflits, en tout cas entre les professeurs et les élèves. Parce qu'ils ont un espace où ils peuvent se relaxer quand ils en ont besoin et pas seulement quand nous, on propose une relaxation. Ils peuvent vraiment exprimer ce qu'ils ressentent. En ce qui concerne les résultats scolaires, ça a été plus long. On a constaté quand même une grande amélioration quand on travaillait les outils dans les séances qui précédaient une évaluation, par exemple. Les résultats étaient bien meilleurs. Par contre, on a quand même un problème au niveau de l'autonomie. Le travail personnel est tellement absent à la maison que du coup, tous les bénéfices, en fait, s'ils ne sont pas travaillés après à la maison, c'est compliqué qu'ils les réutilisent ensuite. Donc, on veut vraiment travailler sur ce point. Mais pour travailler sur ce point, on doit avoir une relation très forte avec les parents d'élèves. Et en raison du contexte sanitaire, ça a été très compliqué cette année de faire des réunions et de beaucoup les voir. Donc, voilà, on va vraiment travailler là-dessus l'an prochain. L'an prochain. Et est-ce que ça... Alors oui, mais ça a dû changer vos postures, vos pratiques professionnelles pour vous, pour l'équipe, pour l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous partager ces éléments?
Oui, ce qui a changé, c'est au niveau de la préparation de nos cours. Les outils sont intégrés carrément dans la mise en œuvre de nos cours avec des exercices qui sont axés clairement avec les outils Atoll ou les intelligences multiples. D'ailleurs, il y a un aspect chronophage, donc c'est quelque chose quand même de progressif. On ne peut pas tout changer d'un coup. Donc, ça s'est fait progressivement. Certains cours paraissaient plus évidents que d'autres pour utiliser telle intelligence ou tel outil Atoll. On parle de plus en plus avec ce lexique, d'ailleurs, avec les élèves qui se sont bien accoutumés. Et au niveau des pratiques, c'est vrai que maintenant, on envisage de plus en plus de cours de cette façon-là. Intelligence kinesthésique ou bien visuelle. Faire des cartes mentales, c'est quelque chose de courant actuellement, puisqu'on le fait avec toutes nos classes, par exemple. Donc, au niveau de nos pratiques, ça nous influence dans notre façon, justement, d'enseigner. Et au niveau du climat scolaire, ça s'en ressent. Et puis, on le sent, il y a plus d'apaisement, il y a plus de… Parce que grâce à ces méthodes, ce dialogue, cet échange avec les élèves, dans nos pratiques, on a ce lien, ce contact. On peut aller vers le point faible dont l'élève peut souffrir. On gagne en efficacité. Je vous remercie. On va s'arrêter là pour la présentation de votre projet, mais on y reviendra. On aura le temps dans le temps d'interaction avec les participants. Je vais laisser la parole à Angélique pour la présentation de la deuxième action et on aura le temps d'en rediscuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Laura. Effectivement, maintenant nous allons accueillir l'équipe du projet Ma Planète, Mon Quartier, qui est représentée ce soir par Rodolphe Guédry, enseignant d'anglais et coordinateur d'un projet également accompagné par la mission Innovation Expérimentation qui s'appelle « Le plaisir de travailler ensemble peut-il contribuer à ce que chacun réussisse ?» et Véronique Rizzi, qui est cofondatrice d'Imagineo. Alors, ma première question s'adresse à Véronique et je souhaitais interroger comment est-ce que tu participes à faire vivre l'innovation au sein du Collège d'Argent en tant qu'intervenante partenaire de l'école. Merci beaucoup et bonsoir à tous. Donc en fait, on a commencé une collaboration avec le Collège d'Argent il y a 3 ans maintenant, autour du projet Ma Planète Mon Quartier, donc qui est un projet de classe qu'on réalise tous les ans avec une classe de 6e qu'on peut suivre donc sur toute l'année pour les accompagner à imaginer et mettre en place vraiment leurs propres initiatives de quartier. Donc une pratique assez inhabituelle pour les élèves et c'est vraiment dans une démarche de collaboration très très étroite qu'on a pu démarrer ce projet parce qu'on a dû voir ensemble comment est-ce qu'on peut intégrer nos méthodes, donc les méthodes d'Imagineo, dans le contexte scolaire et comment est-ce qu'on peut aussi vraiment démarrer un travail d'équipe autour de ça parce que c'est un projet dans lequel ce n'est pas simplement une intervention d'Imagineo mais dans lequel les enseignants ont un rôle à jouer et dans lequel on mobilise des bénévoles, on mobilise des personnes ressources. Donc, il y a eu tout ce travail d'organisation d'équipe. Et ce qui est important pour nous dans la démarche d'innovation, c'est qu'on puisse travailler sur plusieurs années parce qu'on arrive à expérimenter des choses, à les consolider et ensuite aller plus loin. Donc, en fait, chaque année, on se permet d'aller tester de nouvelles choses dans le cadre de ce projet qui est assez ambitieux dans ses objectifs. Donc, où on est vraiment dans une démarche aussi exploratoire et très participative au niveau de l'équipe. Et pour nous, en tant que laboratoire d'innovation, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est déjà d'intégrer un environnement d'apprentissage qui est très très important, hein, l'éducation nationale, et de pouvoir suivre des élèves sur toute une année, parce que ça nous permet au niveau de l'impact aussi de mesurer des choses, de suivre une évolution des élèves qui est super intéressante. On y reviendra dans une toute petite seconde sur cette notion-là. Rodolphe, est-ce que vous pouvez nous partager finalement les conditions nécessaires à réunir pour intégrer un projet innovant comme celui-ci sur le temps scolaire ? Bonsoir à tous. Avant tout, ce genre de projet, ça fonctionne que si on a une direction dynamique et qui nous soutient et qui fait preuve de souplesse.
parce que c'est sur un temps long, donc il faut mettre en place tout le calendrier et vraiment le caler pour que ça s'intercale bien. Donc sans une direction qui soutient, c'est impossible. Je crois qu'aussi, on a besoin d'une équipe de professeurs volontaires. C'est la 3e année et je crois que là, on peut parler de fidélisation de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ont fait les 3 ans et qui maintenant décident de remplir pour la 4e. Et je crois que ça permet aussi d'avancer en tant qu'équipe. On n'a pas tout à reprendre de zéro et puis on a des gens qui ont envie de s'investir et donc ça fonctionne. Et puis, je vais quand même vous parler de la genèse. Moi, ce projet, il a existé parce que j'étais à 50% l'année où on a commencé à travailler là-dessus. Et je crois que ça repose aussi sur un surinvestissement des personnels. Alors, on s'investit parce qu'on y croit, parce qu'on sait tout le bien fondé et que ça va apporter à l'élève, mais à nous aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas compter ses heures, surtout au début, quand il faut tout mettre en place. Donc voilà, dans le projet, on n'a pas vraiment d'heures dédiées. Hein. C'est des cycles qui sont pris en charge par les différents enseignants. Mais on a réussi quand même, grâce à la souplesse de notre direction, à avoir des temps de formation, des temps d'échange, des temps d'encadrement du projet qui viennent là, comme ça, disséminés tout au long de l'année et qui nous permettent, nous, en tant qu'équipe pédagogique, d'avancer, de progresser et puis de garder le lien. Merci Rodolphe. Alors Véronique, on a commencé à évoquer la notion finalement des effets, de l'impact que cette action et plus largement les actions innovantes pouvaient avoir sur les élèves. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur concrètement ce qu'il se passe pour eux? Donc oui, dès la première année, on a mené, nous on fonctionne en recherche-action. Donc on va vraiment avoir une approche très approfondie sur les effets qu'on peut observer. On se concentre surtout autour des compétences psychosociales. Donc, c'est intéressant parce que justement, on amène quelque chose qui est peut-être prend un peu moins de poids dans les cours classiques. Et puis, on regarde comment dans notre projet, qui est basé sur la collaboration créative, sur le développement du pouvoir d'agir, comment les élèves peuvent développer ces compétences-là. Donc, on a vu de gros effets à ce niveau-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'ils découvrent une nouvelle posture en tant qu'élève très active, en tant qu'élève, pas seulement enfant-élève, mais aussi enfant-citoyen. Et leur développe vraiment leur personne, leur personnalité. Et le projet leur donne l'occasion donc de mettre en valeur ces différents atouts qu'ils peuvent avoir. Ça se voit notamment pour les élèves qui sont les plus timides, qui arrivent à gagner énormément confiance en eux, mais aussi pour les élèves qui sont en difficulté, par ailleurs, qui peuvent s'envisager eux-mêmes plus positivement. Et donc, on a des effets collatéraux, j'ai envie de dire, sur toute la vie scolaire des élèves, sur leur réussite scolaire. On est allé jusqu'à là parce que le projet a d'un côté un effet de valorisation de la personne qui est énorme et qui est la base pour ensuite persévérer face à des difficultés, et parce qu'aussi dans le projet on vit quand on fait des choses, eh bien, on se trouve face à des obstacles et puis on apprend à les dépasser. Donc ça, c'est plein d'effets qui nous motivent à, comme le disait Rodolphe, à investir énormément de temps et de ressources dans ce projet, parce que nous aussi, on a besoin de trouver les moyens pour intervenir. On est notamment soutenu par la métropole aussi de Lyon pour pouvoir mener cette action. On mobilise des parrains marins bénévoles, des personnes ressources, comme je le disais. Mais tout ça, ça vaut vraiment énormément le coup parce qu'on voit l'impact que ça a sur chacun des élèves de la classe. Merci Véronique. Je peux m'autoriser à faire une micro-parenthèse parce que j'ai été témoin du développement de cette confiance en soi des élèves sur une prise de parole à la Maison de la Danse
où ils étaient efficaces, clairs, on peut dire à l'aise, là où en tant qu'adultes, nous étions plusieurs à être pétrifiés. Donc peut-être qu'on aurait eu besoin de travailler et de muscler aussi ces compétences-là un peu plus tôt. En tout cas, sur là, ça m'aurait été bien utile. Voilà. Rodolphe, côté enseignant, comment est-ce que finalement ces actions ont des incidences sur la posture, les pratiques professionnelles et puis peut-être plus largement le climat scolaire dans la classe? Ok. Il n'y a pas que les élèves qui progressent, hein. Nous aussi, du coup, et vraiment, je pense que outre le fait que ça soude une équipe, que ça crée vraiment, hein, les conditions de travail en équipe, c'est que nous, ça nous permet de changer de posture. C'est-à-dire que là, je suis prof d'anglais, mais je ne le fais pas tout le temps. J'ai des heures sur Imagineo où je fais d'autres choses, mais ça me permet surtout et ça nous permet de gagner en compétences. C'est très riche l'apport d'Imagineo dans le prof que je suis aujourd'hui. Je le dis, hein, donc c'est pas bénéfique que pour les élèves. On parle d'ascendance, on parle d'autres méthodes, on parle de pas mal de choses. Donc, ça crée ça aussi, hein, ça crée de l'auto-formation, du retour sur expérience, et ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'il voilà, n'y a pas que les élèves qui bénéficient de tout ça. Et puis, ouais, ça soude une équipe, c'est-à-dire que ça crée des conditions d'échange privilégiées entre les professeurs. Et du coup, quand les profs ils parlent, mais pas que pour se raconter des choses tristes sur tel élève qui a fait telle chose, c'est que du coup, ça crée aussi des conditions et d'autres projets en fait qui émergent. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce projet, ça crée un projet comme ça à long terme, ça crée une dynamique, vraiment. Et ça crée un terreau assez fertile pour justement d'autres innovations. Donc, il y a pas mal de choses qui ont émergé. Demain, on intervient avec Madame Delnor, mais au sein du CDI, parce que les émissions de web radio lui ont permis de prendre cet outil en main. Enfin, il y a beaucoup de choses que ça a entraîné. En fait, un projet, je crois que c'est une dynamique positive. Un projet qui fonctionne, en tout cas, et c'est peut-être là où je termine, c'est ça, c'est que ça crée une dynamique et que tout le monde y trouve son compte. Il y a quelque chose d'addictif donc ou de contagieux, ce qui est plutôt une... Ouais, moi j'aime bien parler de contagion, on peut parler d'essaimage, mais ouais, il y a quelque chose, c'est pas volontaire, mais quelque part on se prend à ce jeu-là, et puis je crois que c'est le retour, c'est de profiter avec les élèves, les voir changer. Ça conforte un peu dans le fait que, ouais, on continue, quoi, on y va, on tient un truc. Merci Rodolphe pour ce partage, et je vois Douniazad et Solène qui opinent du chef aussi. Je crois que vous vous reconnaissez sur certains de ces sujets. Peut-être maintenant, Laura, si tu peux reprendre la main pour une courte conclusion, et puis on va vous donner la parole. Oui, je remercie les 5 participants parce que c'est vrai que ça donne envie à travers vos témoignages. On voit bien à la fois ce que peut faire l'éducation nationale en matière d'innovation, mais aussi comment on peut le faire, c'est avec des partenaires, avec la famille, avec les élèves, et le fait de tester, de développer des nouvelles méthodes, des nouvelles pratiques, comment ça emmène de l'effervescence, comment ça donne envie, et ça fait monter les équipes en compétences, tout ça au service des élèves. Et ce que je retiendrai quand même de vos échanges, c'est les conditions favorables que vous développez, l'importance du dialogue et de l'échange dans les équipes, pour créer cette dynamique, pour surtout aller plus loin, aller chercher encore plus loin. Tout ça pour que les élèves soient, j'allais dire, bien dans leur basket, mais en tout cas qu'ils puissent être bien et réussir. Donc ça, on le sent bien. On va passer au deuxième temps, donc il y a un temps d'interaction, un temps où on va avoir les questions des participants. Si Angélique, il y a déjà des questions dans le chat. Oui, alors, il y a une première peut-être pour Monsieur Diry sur la question de la mesure de l'impact, de savoir, vous évoquiez le lien avec le monde de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment se passe l'évaluation des expérimentations et de l'innovation? C'est toujours très compliqué parce que souvent, et on le voit bien à travers les témoignages qui ont été donnés là,
les professeurs s'engagent dans une démarche innovante, elles ont des intentions parce qu'elles ont fait un constat, derrière elles veulent mettre en place quelque chose de nouveau et on ne mesure l'impact de cette nouvelle pratique ou de cette nouvelle organisation qu'in fine, qu'en fin de parcours. Et c'est tout le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut penser l'évaluation au fur et à mesure qu'on met en place le dispositif de pratique pédagogique innovante. C'est un dispositif aussi, c'est un processus à part entière, celui de l'évaluation, et qui se construit en même temps que l'on démarre le processus d'innovation. C'est la raison pour laquelle on s'associe chaque fois que cela est possible. On a parlé tout à l'heure des dispositifs ATOL et ADOL, mais on s'associe les services de la recherche parce que, comme vous le savez, la recherche est organisée de cette manière-là, c'est-à-dire que lorsqu'ils réalisent des projets de recherche, dans le projet de recherche, il y a un protocole d'évaluation. Et cette démarche scientifique-là, c'est une démarche qu'il faut mettre en œuvre également dans notre système éducatif. Chaque fois qu'on met en place une pratique pédagogique innovante qui a été construite sur un diagnostic, eh bien on pense évaluation, parce que cette évaluation-là, elle permet de réguler, elle permet d'ajuster, mais elle permet aussi de rendre compte. On l'a entendu tout à l'heure dans le témoignage des professeurs, on exprime non pas que du ressenti, mais on exprime des indicateurs, on démontre les choses. Je ne dis pas qu'on apporte la preuve, mais c'est parce qu'on sera en capacité de mesurer l'impact que l'on pourra derrière porter davantage le projet, notamment vers une transférabilité ailleurs. Peut-être que l'équipe de Jules Vallès, vous pouvez compléter un peu les propos de Jean-Charles, puisque vous l'avez vécu de l'intérieur, sur le terrain. Comment on mesure les impacts par rapport aux effets sur les jeunes, sur les postures? Je sais que vous l'avez beaucoup travaillé avec Véronique Soriot. On avait des indicateurs plutôt quantitatifs, on n'en avait pas beaucoup, mais ça se mesurait quand même sur les résultats scolaires. C'était notre premier indicateur, notamment les évaluations qui concernaient un apprentissage ou une mémorisation de vocabulaire, de choses comme ça, parce que là, on arrivait vraiment à évaluer. On a quand même aussi des chiffres en termes on va dire, de sanctions et de vie scolaire. Par exemple, dans nos classes, on n'a pas mis une seule heure de retenue à aucune de nos classes cette année avec l'équipe du projet. Donc ça, c'est quand même pour nous un indicateur très fort qui montre que le climat est quand même apaisé et que les relations sont apaisées aussi. Ensuite, on a beaucoup d'indicateurs plutôt qualitatifs parce qu'on a fait beaucoup de questionnaires aux parents d'élèves, aux élèves, aux enseignants qui ont tous dit la même chose. Les parents, par exemple, par rapport au sommeil, il y a des familles qui nous ont dit qu'ils avaient changé l'emploi du temps de la famille pour adapter, pour que leur enfant dorme plus longtemps, ce genre de choses. Donc voilà, c'était aussi, c'était pas vraiment quantifiable, mais on voyait que tout le monde s'y intéressait et que tout le monde voyait les bénéfices. Juste un dernier mot pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Tous ces indicateurs-là, c'est des indicateurs qui peuvent rassurer également les familles. Quand une équipe s'engage sur un processus innovant, ça peut déstabiliser, en tout cas ça peut inquiéter. Et être en capacité de produire des indicateurs d'impact et de montrer que ça produit du résultat positif, de la valeur ajoutée ou de la plus-value, c'est toujours extrêmement pertinent. Et ça rassure à la fois les partenaires et à la fois l'institution également, l'école, parce que ça permet en plus après de travailler sur les sémages, du projet. On ne peut essaimer que si effectivement on a travaillé sur les indicateurs et sur les effets réels sur les élèves et sur les équipes. Merci. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir juste en complément auprès de l'équipe de Jules Vallès? J'avais une question sur la recherche, le partenariat recherche. Donc, vous avez cité Mémé Tompige, vous avez cité Atoll, qui sont en fait des kits éducatifs conçus par les chercheurs mis à disposition des équipes. Est-ce que vous avez été plus loin dans le partenariat? Est-ce que vous avez pu rencontrer ces chercheurs? Jean-Philippe Lachaud, comme Stéphanie Mazza, sont enseignants-chercheurs avec des fonctions institutionnelles sur Lyon, dans l'Académie de Lyon en tout cas. Est-ce que vous avez été plus loin dans ce partenariat? Oui, nous avons été plus loin puisque nous avons suivi une formation. On a suivi une formation pour devenir passeur et nous avons aussi eu pas mal de rencontres. C'est vrai que la crise sanitaire
un peu perturbé le déroulement de cette formation. Et ça nous a permis, nous, de notre côté aussi, même en visio, et de vivre la chose directement avec nos élèves. Ce n'est pas juste de la théorie, mais une fois qu'on a quelque chose, qu'est-ce qu'on fait en pratique et comment aussi l'adapter au public, parce que vous avez parlé de kits, mais en fait, chaque établissement, chaque classe a un profil particulier et on a quelque chose à la base et on est là pour essayer de faire en sorte que ça passe aussi bien aussi au niveau des élèves. Et il y a un travail là-dessus. Comment retranscrire ça avec les élèves? Quelles activités? Donc, ce n'est pas « je suis le kit ». Non, il y a quand même une grande partie de travail et de réflexion avant pour que ça soit efficace au niveau de l'établissement, au niveau des élèves, et même d'une classe de 6e, 5e ou 4e, ça ne répond pas de la même manière. On a rencontré Jean-Philippe Lachaud à travers cette formation Archipel. Du coup, on a une certification en tant que passeur du programme Atoll, mais on devait rencontrer Stéphanie Mazza aussi, qui devait venir au collège dans le cadre d'une fille qui ne s'est pas faite du coup à cause du contexte sanitaire, mais qui sera sûrement reportée l'année prochaine. Merci. On a peut-être une autre question sur comment créer des partenariats entre associations et enseignants et soutenus par les institutions et les collectivités. Peut-être que Jean-Charles peut apporter un éclairage, Jean-Charles Diry peut apporter un éclairage sur cette question et qui sera après illustré concrètement par vous, Véronique Rizzi, sur comment ça se met en place, comment vous l'avez mis en place. Laura, juste par rapport à ce que tu viens de dire sur les partenariats, on voit bien de toute façon que notre système éducatif est de plus en plus ouvert sur l'extérieur. On parle de partenariat dans le domaine de l'innovation, mais on pourrait regarder ce qui se passe du côté de la voie professionnelle, où les partenariats avec le monde de l'entreprise sont hyper importants et contribuent à apporter encore de la valeur ajoutée. La construction d'un partenariat, c'est quelque chose qui est... Comme je le disais tout à l'heure pour l'évaluation, c'est nécessaire à notre système éducatif. On n'a pas toutes les compétences, on n'a pas tous les éclairages nécessaires en interne et s'associer, comme ici, la Maison de l'Apprendre, s'associer des collectivités territoriales, par exemple, pour croiser des regards, partager des réflexions, c'est essentiel. Alors, ça se construit peut-être au fil de l'eau dans les innovations, mais ça peut aussi se penser et se structurer dans le cadre d'une réflexion lorsqu'on construit un projet. En tout cas, cette ouverture dont tu viens d'évoquer, que tu viens d'évoquer, Laura, elle est absolument nécessaire. Je ne dis pas qu'à toute innovation pédagogique, il est nécessaire de s'associer à un partenaire extérieur, mais l'implication du monde associatif, l'implication des collectivités, des décideurs, l'implication des familles, sous quelque forme que ce soit, est nécessaire et permet d'aller beaucoup plus vite et surtout beaucoup plus loin. En tout cas, c'est mon point de vue. Et notre système éducatif s'est profondément modifié dans ce sens-là ces dernières années, et pas uniquement que sur le champ de l'innovation. Je ne sais pas ce qu'en pense Angélique, mais on est dans cette logique-là et qui est profitable à tout le monde. Et à ton avis, une association qui souhaite travailler avec l'éducation nationale, est-ce que la porte d'entrée, ça va être plutôt l'établissement, les enseignants? Est-ce que ça va être plutôt au niveau de l'institution à une autre échelle? Alors, le réflexe, c'est souvent celui de solliciter directement l'école, l'établissement. On imagine bien une association sportive, culturelle, qui va aller solliciter le directeur d'une école, etc. Ça peut marcher, mais ça n'est pas pérenne. C'est quelque chose de ponctuel, de local, de ciblé. Il faut que ça entre dans une cohérence. Donc, il vaut mieux s'adresser de manière institutionnelle à un organisme comme celui de la CARDI ou du Pôle Défi pour essayer d'organiser cette forme de partenariat-là et de le rendre encore plus efficient et plus pérenne qu'il ne pourrait l'être ou qu'il ne l'a été lorsqu'il était trop situé à l'échelle du local. Merci. Merci. Peut-être que Véronique Rizzi, vous pouvez illustrer ce propos-là de Jean-Charles en expliquant comment vous avez ouvert les portes de l'établissement et comment on installe aussi ce partenariat sur le territoire. Donc, dans notre cas, donc on avait cette envie de mettre en place ce projet en établissement scolaire. Et puis, on est passé par la porte du collège.
du coup, de monter le partenariat ensemble, notamment parce que c'était vraiment quelque chose aussi de très nouveau à tester, à construire ensemble. On a en parallèle cherché des financements, des fondations qu'on a réussi à obtenir et de la métropole. Mais on a évidemment d'abord cet engagement face au collège. Donc, il y a un réel investissement et puis une certaine prise de risque aussi. Je pense que ça, au niveau de la pérennité, c'est un réel enjeu de voir comment on peut continuer à faire vivre les projets qu'on construit, parce qu'évidemment, on n'a pas envie de s'arrêter et par contre, on a besoin aussi de ressources et puis on a besoin de faire grandir tout ça. Donc voilà, dans notre cas, ça s'est passé comme ça. Par contre, ce qui peut peut-être être intéressant aussi par rapport à l'intérêt de faire intervenir des personnes extérieures, c'est que notre objectif au départ, c'était de rendre le projet autonome, c'est-à-dire qu'il puisse être réalisé par le collège. Et en fait, à travers justement la mesure d'impact et puis une mesure très exploratoire aussi, donc je pense que les données quantitatives, ça a tout son... qualitatives ont tout leur intérêt, d'avoir une certaine ouverture aussi pour bien comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Et on s'est rendu compte que justement l'intervention, alors pas seulement d'Imaginio, mais de toutes les personnes qui vont graviter autour du projet était ce qui était un levier fondamental en fait pour la réussite du projet et puis l'impact qu'on arrivait à créer. Donc on a abandonné cette idée d'essaimer très très largement sans pouvoir maintenir ces facteurs fondamentaux. Donc on s'adapte aussi en termes d'innovation, je pense que c'est ça aussi, s'adapter à ce qu'on voit sur le terrain, ce qui marche et ce qu'on remarque comme facteur vraiment clé. Mais voilà, c'est un effort constant en fait qu'il faut continuer à faire et puis on le fait avec plaisir parce qu'on voit que ça a beaucoup d'effets. Oui, d'où l'intérêt d'évaluer en permanence pour pouvoir ajuster à tout moment, tout au long du projet. Et je ne sais pas si, Angélique, il y a d'autres questions sur le chat. Sinon, j'ai une dernière question, enfin en tout cas une question à poser. Il y avait un point sur la notion de coéducation, la place des parents dans ces projets et comment on fait le lien entre l'innovation dans l'établissement et puis une continuité dans le cercle familial. Alors, je ne sais pas si peut-être que Solène et Douniaziad, vous avez déjà un petit peu répondu à cette question, mais si vous voulez redonner quelques éléments sur le rôle des parents dans le projet. On pense qu'il est vraiment primordial, donc là on essaie de travailler dessus. Nous on sait aussi qu'il faut qu'on travaille avec les écoles du réseau d'éducation prioritaire, puisqu'il faudrait que le projet en fait débute dès l'école primaire au moins, pour avoir ce lien avec les parents et pour avoir des façons de fonctionner identiques, pour qu'ensuite nos élèves de collège soient autonomes et que les parents soient vraiment au courant de ce qu'on fait, de comment ça fonctionne, et qu'on ait des pratiques en commun avec le primaire, notamment au niveau du cycle 3, pour que ça fonctionne. Donc là, on est en train de faire les présentations aux écoles et de nouer ces liens, mais c'est encore un peu voilà, c'est le début. Nous avons aussi... pardon. Non, juste en complément de ce qu'il vient de dire, le lien avec les familles, mais avec tout organisme ou toute personne extérieure à l'éducation nationale est absolument nécessaire. C'est parce que les personnes vont se connaître, c'est parce qu'elles vont se comprendre, c'est parce qu'elles vont savoir comment ça fonctionne dans l'école, en dehors de l'école, qu'on va limiter les tensions, qu'on va limiter les situations conflictuelles. Dans une société très complexe où la communication va très très vite et les incompréhensions génèrent du stress, génèrent des tensions et génèrent des situations extrêmement difficiles à gérer. Le plus on va travailler ensemble, le plus on va se comprendre, le plus on va savoir comment fonctionne l'autre, le mieux on va mettre les enfants dans des cadres propices à leur réussite. Parce qu'ils seront sécurisés, parce qu'il n'y aura pas une différence de discours entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe dans le quartier. Parce que la famille va avoir un autre regard, parce que les parents vont être considérés, parce qu'on ne va pas donner des leçons aux parents, mais on va expliquer les choses et on va apprendre autant dans le système éducatif de la participation d'un parent que l'inverse. Et c'est cette évolution-là qui doit être une évolution sociétale forte qu'il faut engager. Et
pour qu'elle s'engage, il faut la montrer à travers des pratiques pédagogiques innovantes comme celle qui vient d'être décrite ici. Je voulais juste ajouter que nous avions essayé donc de faire des réunions justement avec les parents pour que ça soit vraiment transparent, établir ce lien. Mais la crise sanitaire nous a, enfin, on a basculé en numérique, ce qui fait que tout s'est fait en visioconférence. On a quand même essayé d'établir ce lien avec une visioconférence pour les parents d'élèves des 3 niveaux de classe que nous avons au collège. Et certains parents nous... à travers le questionnaire dont parlait Solène, on a essayé quand même d'avoir différents liens avec eux via le questionnaire, les visios. Et on a fait un Padlet, il y a une rubrique spéciale parents sur lesquelles, donc, s'ils avaient des questions ou des choses, quand on a quelque chose à leur dire, ça apparaît directement sur le Padlet des parents. Ils peuvent consulter, aller voir. Et c'est en attendant, puisque avec la crise sanitaire, on n'a pas pu avoir un lien vraiment présentiel où on pouvait avoir un échange moins formel, moins distanciel, on va dire. Je voudrais juste encore ajouter un élément sur l'association des parents et des familles. Quand je disais c'est absolument essentiel, c'est parce que je suis convaincu que la réussite des jeunes, elle est là. C'est parce qu'ensemble, on va prendre un problème, on va examiner la situation d'un enfant, d'un jeune en difficulté, et puis ensemble, on va se pencher sur sa situation et essayer de trouver collectivement ce que chacun peut faire. C'est-à-dire pas uniquement l'école, pas uniquement les parents, pas uniquement les associations, pas uniquement la collectivité, c'est globalement sur une situation donnée ou sur plusieurs situations, qu'est-ce que collectivement on peut travailler et être sur des logiques de travail collaboratives et participatives et concourir ensemble à sécuriser le parcours d'un jeune en difficulté ou pas. Ça peut être aussi qu'est-ce que l'on peut faire pour qu'un jeune brillant réussisse encore davantage. Cet esprit collaboratif et participatif, c'est l'école de demain. En tout cas, j'y crois très fort. Mais comme on est sur de l'humain sur ces questions-là, et vous l'avez tous abordé en tant que coordinateur de projet, on est vraiment sur de l'investissement humain et de personnes. Comment on arrive à pérenniser justement ces projets et ces liens qui sont créés entre les différents partenaires de l'école, de l'élève? Comment on arrive à pérenniser les projets et les relations entre les partenaires? Les relations avec des partenaires institutionnels, quand je parle du monde associatif, du monde culturel, des collectivités, il y a un certain nombre de conventionnements qui peuvent permettre de rendre moins dépendant de la personnalité de tel et tel acteur la pérennisation. Lorsqu'on ne fait pas dépendre la réussite d'un partenariat d'une seule personne, mais qu'on l'installe durablement, eh bien on peut pérenniser ça. C'est plus compliqué lorsqu'on est avec les parents parce qu'il y a effectivement des fédérations de parents d'élèves qui peuvent constituer des relais, mais pas que. Il y a énormément de parents qui ne sont pas membres adhérents de ces fédérations-là. Et là, c'est le dialogue, c'est les rencontres, c'est la multiplicité des rencontres. Et ces rencontres, pas forcément dans l'école, en dehors d'école. On fait venir les parents dans l'école, mais est-ce que les professeurs vont à la rencontre des familles dans les quartiers? Il y a peut-être des pistes là d'innovation à construire en partenariat avec des associations qui pourraient aider et être facilitatrices de ce type de rencontres-là. Le plus il y aura de temps d'échange et de dialogue, le plus on va sécuriser et pérenniser ce type de partenariat. Donc, conventionner et installer des modalités multiformes, multimodales de rencontres qui permettent tout type d'échange, synchrone, asynchrone, en présentiel, en distanciel, avec des animateurs, sans animateurs, et sur des lieux diversifiés. C'est cette conjonction-là qui va créer un environnement positif pour l'ensemble des jeunes, qu'ils soient d'une banlieue très défavorisée ou d'un centre-ville privilégié. Super, merci Angélique. Je pense qu'on a fait le tour des questions et de toute façon, on arrive au terme de notre rencontre. Il y avait juste peut-être un dernier point, pardon. Moi, j'avais envie d'une dernière intervention. C'était notamment pour repartir de ce que nous a dit Rodolphe tout
tout à l'heure, à savoir que l'innovation, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, voire de surinvestissement des équipes. Tout ce que Jean-Charles, tu viens de nous expliquer, effectivement, est absolument nécessaire, très stimulant, mais ça demande du temps, des moyens humains. Et on avait une dernière question dans le chat sur les moyens financiers qui peut-être viendraient s'adosser aux dynamiques qui sont sur le terrain. Alors, des moyens financiers qui sont peut-être de l'ordre de la formation, mais quels moyens sont mis à disposition de l'innovation aujourd'hui dans les académies? Alors, il y a des moyens financiers en termes de rémunération, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des enveloppes de moyens déléguées par le ministère dans les académies qui permettent de rémunérer des équipes qui s'engagent sur des pratiques pédagogiques innovantes. Il y a des moyens qui sont mis à disposition par les collectivités également, qui financent ou qui font des appels à projets. Et puis, il y a des moyens, je dirais, indirects ou induits en termes de reconnaissance du travail des professeurs par le biais des carrières et des parcours, les changements d'échelon, les promotions, la valorisation, et puis des moyens en interne à chaque établissement par le biais d'indemnités de mission particulières qui permettent à des chefs d'établissement de rémunérer l'engagement de tel ou tel professeur sur des missions particulières qui peuvent être des missions innovation. On a des indemnités de missions particulières pour le numérique. Pourquoi n'en aurait-on pas également pour l'innovation? C'est quelque chose qui se discute, qui se travaille et qui se propose à l'équipe de direction. Merci. Alors, effectivement, je crois que nous arrivons à 19 h. Il va être temps de conclure. Est-ce qu'Angélique est avec nous? Oui, Angélique est là. Et j'avais une micro-information à partager pour avoir échangé avec certains établissements dans leur sein. Il y a également un dispositif qui s'appelle la trousse à projet qui permet aux équipes d'enseignants d'aller chercher des financements complémentaires parce que j'entends bien le financement de la rémunération des enseignants, le financement de la formation, mais côté vie associative, il y a aussi besoin de pouvoir financer et le temps d'ingénierie et le temps d'animation auprès des élèves. Ça, c'est vrai que c'est quand même une problématique qui est assez récurrente. En tout cas, nous, on est souvent sollicités par les structures à cet endroit-là. Donc évidemment, il y a des fondations philanthropiques qui peuvent porter des dispositifs, notamment la Fondation de France qui a un appel à projet récurrent qui s'intitule « Aidons tous les collégiens à réussir » et avec voilà, une véritable volonté de pouvoir soutenir les associations, être au service des enseignants qui ont envie de faire grandir des expérimentations, des projets dans les établissements. Et d'ailleurs, dans le formulaire de candidature, parce que je finis par bien le connaître, il y a un cadre réservé aux candidats pour indiquer si le projet fait l'objet d'un accompagnement par l'équipe de la CARDI. Donc, pour le coup, c'est aussi un endroit où on a de l'information sur le fait qu'il est possible, d'un point de vue de l'accompagnement, d'être soutenu par la CARDI. Et plus particulièrement sur le territoire lyonnais, la métropole de Lyon a également un appel à projet, alors qui jusqu'ici était ouvert aux associations qui souhaitaient déployer des activités sur le temps scolaire dans les collèges publics et privés sous contrat. Et l'équipe des élus de la métropole est en train de retravailler cet appel à projet. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir travailler plus en proximité, main dans la main, entre les équipes de la métropole et les enseignants des établissements pour que ce soit eux qui soient porteurs des candidatures, évidemment en y associant les associations du territoire qu'ils souhaiteraient rallier autour du projet. Et donc, voilà, une démarche de candidature qui évolue et qui montre aussi cette envie de créer des partenariats forts, structurels et financiers entre les services déconcentrés de l'éducation nationale, les établissements et puis la collectivité locale. Voilà, c'était juste pour se dire que des moyens, des fois, on peut aller aussi en chercher, même si c'est un petit travail exploratoire. Du coup, on en arrive évidemment à la clôture avec un petit peu de retard. Pardon pour ça.
Peut-être, Mathieu, si tu veux partager quelques ressources pour aller un peu plus. Alors, j'ai essayé de ressourcer autant que possible dans le fil de la discussion. Je crois qu'on mettra différents liens également sous le replay. Moi, je voulais simplement, là, dans les dernières secondes qui nous restent, vous inviter, si vous êtes disponible et intéressé, à suivre les Journées de l'innovation pédagogique de Lyon demain après-midi. En tout cas, visitez notre site internet qui comporte un espace ressources, qui comporte les vidéos de nos différentes actions. Voilà, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, de faire le tour de ce qui se fait en termes d'innovation, au moins sur l'Académie de Lyon, mais comme l'a rappelé Jean-Charles Diris, ceci existe dans toutes les académies de France, vous pouvez aller visiter cette page et demain on tiendra des ateliers interactifs. Pour le reste, je crois qu'on a un troisième rendez-vous qui nous attend bientôt. Alors, un petit peu décroché de Décodons l'école, vous l'aviez déjà prévu, mais Angélique, je te laisse présenter ce futur temps qui s'appelle la carte blanche de la Maison de l'Apprendre. Oui, bien sûr. Voilà, j'étais en train de répondre dans le chat. Donc, hop, je passe la balle à Flora, tiens. Est-ce que tu veux dire un tout petit mot de la prochaine carte blanche sur apprendre encore? Oui, alors elle aura lieu le mardi 2 juin. Donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant, on vous enverra aussi les ressources plus tard. Mais ce sera autour de l'apprentissage, donc en prenant en compte le corps et la manière dont on peut un peu se décaler des postures de classe avec élèves et enseignants, avec des petits exercices en fait qui vont nous montrer notamment pour garder l'attention des élèves tout au long des cours et voilà, faire un peu autrement. Voilà, et ce sera avec le collectif Corps enseignant, Corps apprenant, qui est composé de chercheurs, de professeurs et voilà, interdisciplinaire qui fait des recherches là-dessus et va sortir un livre à la rentrée prochaine. Voilà. Et c'est nos amis de Grenoble qui sont derrière ce projet et c'est chouette d'avoir aussi des partages d'expériences entre nos départements, entre nos académies. Bon, en tout cas, le mieux qu'on a à faire, c'est de bien rester en contact, de continuer à s'informer, se ressourcer mutuellement et de se voir à ce prochain rendez-vous. C'est encore comme ça qu'on va trouver le plus d'informations et d'inspiration pour innover à l'avenir tous ensemble. C'était encore un plaisir et un propos très dense au cours de cette heure. Merci à tous. Merci à tous.